Dernier jour de l'année 2023, encore quelques heures et nous allons savourer les premiers instants de 2024. Une année 2024 que nous vous souhaitons radieuse, fleurie et bénie dans tous les compartiments de votre vie. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Club Média 7 de ce dimanche vous propose un récap des faits saillants de l'actualité nationale et internationale de 2023. Et je reçois Alphonse Moïse Soudé, analyste politique. Alphonse Moïse Soudé, bonsoir. Bonsoir, vous chers confrères, bonsoir à toutes et à tous. Des vœux à l'endroit des téléspectateurs, à l'endroit de certaines personnes qui vous sont chères. Je souhaite d'abord à toute la famille Soudé, mes meilleurs vœux de bonheur, de santé et de paix, de joie dans toutes leurs entreprises. Et je souhaite au premier des Béninois, son Excellence le président Patrice Talon et à toute sa famille, nos vœux de bonne santé et de paix. À tous les Béninois, je nous souhaite beaucoup de courage. Nous avons connu beaucoup de difficultés en 2023. Je prie l'Éternel des armées pour qu'en 2024, cette année soit pour nous une année meilleure où nous puissions réaliser nos vœux les plus profonds. Ainsi soit-il. Amen. Pascal Ansem-Agueoundé, journaliste au quotidien du service public La Nation. Pascal Ansem-Agueoundé, bonsoir. Bonsoir Lénaï Kagbazao, bonsoir chers confrères et bonsoir à nos téléspectateurs. Alors, des vœux? Exactement, je fais comme mon précédent, je le souhaite. Des vœux de bonheur, qu'est-ce que nous voulons tous, c'est ressentir le bonheur de jour en jour. Et je souhaite que tout le monde, que le pays lui-même ressente quand même des avancées au fil du temps, que 2024 soit meilleur à 2023. Et je réponds, ainsi soit-il. Ainsi soit-il. La charpente de l'émission n'a pas changé. Nous démarrons avec la revue de presse hebdomadaire de Marcel Arossi. Si le président Patrice Talon a maintes fois affirmé qu'il ne sera pas candidat en 2026, l'on en sait désormais un peu plus sur le rôle qu'il compte jouer lors des prochaines élections générales. Je ne resterai pas inactif, a avoué Patrice Talon dans son récent entretien exclusif. Cette déclaration suffit pour comprendre sa détermination et son engagement à préserver les acquis de son gouvernement après 2026, comme agité dans le landerneau politique depuis quelque temps. Je serai actif parce que je suis un citoyen béninois. Je veux que mon pays progresse, je veux que mon pays avance. Je ne vais pas dire après moi le chaos. Donc je serai actif pour que la suite soit dans l'idéal que nous sommes en train de bâtir ensemble, avance le chef de l'État tel que relayé par les quotidiens. Un peu contraire à son style, mais il compte mettre la main à la pâte. Il n'est pas question de laisser faire au risque d'assister au chaos après lui. Mais il faut souligner que cet activisme annoncé avec vigueur par Patrice Talon peut être un couteau à double tranchant, estiment certains médias. Liberté de Madougou et à Ivor, les démocrates, le vrai handicap, les médias nous plongent dans une tribune du député Hassan Seibou, lui qui a eu la chance de voir un peu de toutes sortes concernant les négociations et les compromis politiques et qui juge utile au regard de sa modeste expérience, dit-il, de faire ce partage personnel avec l'opinion nationale et internationale. Les démocrates ne veulent pas la libération de Rekia Madougou, rapporte la priorité pour Hassan Seibou. Le parti d'opposition minoritaire à l'Assemblée nationale semble avoir tout faux. Les circonstances d'introduction de la loi, la nature et l'implication de la loi d'amnistie, l'attitude politique des initiateurs, la confusion et l'affiche inquiétante énumèrent le quotidien de service public dans les propos du député. Au fond, ils ne veulent pas une amnistie, ils veulent autre chose. Il faut éviter de s'étonner que le mendiant chante à haute voix des litanies injurieuses devant la maison de son bienfaiteur. Il n'attend pas de dons. Il a sans doute un plan. Le parti LD et le président Yahi Boni, au regard de leurs attitudes à l'Assemblée et en dehors, n'attendent pas de collaboration ni de concession de la part de la mouvance sur une quelconque loi d'amnistie, selon Hassan Seibou. C'est clair, dès lors, l'introduction de la loi d'amnistie ne peut être que soit une simple provocation, soit une poudre aux yeux, conclut le député. 2023, c'est déjà fini. Vous avez dit les faits marquants, il y en a eu à foison. À défaut d'un bilan exhaustif, contentons-nous de celui présenté par le matinal vendredi dernier. Cela porte sur l'administration et la gestion des travailleurs. Entre autres, dans ce domaine, on peut se souvenir de la levée des sanctions infligées aux 305 enseignants radiés de la fonction publique, de la première édition des élections professionnelles au ministère du Travail et de la fonction publique, des négociations gouvernement-syndicat pour une rentrée scolaire et universitaire 2023-2024 apaisée, de l'obligation
Interdiction de déclarer les employés de maison. Et que savons-nous encore? Oui, observons à la une de Tanika Media l'image qui présente les opposants qui auraient marqué 2023 au Bénin. Puis, hors de nos frontières, de la guerre Israël-Hamas au séisme ayant frappé le Maroc et la Turquie en passant par la contre-offensive ukrainienne ou la grève à Hollywood, de grands événements ont marqué l'année 2023 dans le monde. Le 7 octobre, des commandos du mouvement islamiste Hamas infiltrent le sud d'Israël depuis la bande de Gaza et se livrent à des massacres dans des localités frontalières et un festival de musique. Environ 1140 personnes, en majorité des civils, sont tuées côté israélien selon un décompte de l'AFP réalisé à partir des derniers chiffres officiels israéliens. En janvier, l'armée russe, renforcée par 300 000 réservistes et épaulée par les paramilitaires du groupe Wagner, repasse à l'attaque, en particulier dans le Donbass, dans l'est de l'Ukraine. Dans la nuit du 5 au 6 février, l'un des séismes les plus meurtriers en 100 ans dévaste le sud-est de la Turquie et une partie de la Syrie. L'Afrique a connu 2 coups d'État en 2023. Au Niger, pays du Sahel en proie aux violences djihadistes, des militaires ont pris le pouvoir le 26 juillet en invoquant la dégradation de la situation sécuritaire. Le président renversé Mohamed Bazoum est depuis séquestré dans sa résidence. Au Gabon, un putsch militaire a renversé le 30 août Ali Bongo Ondimba juste après une élection présidentielle largement critiquée pour ses irrégularités et le donnant élu pour un 3e mandat. Ali Bongo, dont la famille dirigeait depuis plus de 55 ans ce pays d'Afrique centrale, est toujours à Libreville, mais libre de ses mouvements. Depuis le 15 avril, une guerre au Soudan entre l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan et les forces paramilitaires de son ancien second Mohamed Hamdan Daglo a fait 12 000 morts selon l'ONU, un chiffre sûrement très sous-estimé. Après le Mali et la Centrafrique en 2022, la France a dû retirer ses troupes de 2 autres anciennes colonies, Burkina Faso en février et Niger à partir d'octobre, sous la pression des pouvoirs en place et de l'hostilité des opinions publiques. Réunis à Dubaï en fin d'année pour la 28e conférence sur le climat de l'ONU, les pays du monde entier ont pour la première fois approuvé un compromis historique ouvrant la voie à l'abandon progressif des énergies fossiles causant le réchauffement. Le 20 août, quelques minutes après le sacre de l'Espagne au mondial féminin, l'ancien président de la Fédération espagnole de football embrasse sur la bouche par surprise l'attaquante Jenny Hermoso, provoquant l'indignation internationale. Le 8 janvier 2023, des centaines de partisans de l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro ont pris d'assaut les principaux lieux de pouvoir du pays, une semaine après l'investiture du président élu Lula da Silva. Après plusieurs heures d'un chaos rappelant l'invasion du Capitole à Washington en janvier 2021, les forces de l'ordre ont repris le contrôle des immeubles. Quelques 300 émeutiers ont été arrêtés. En France, la Fronde populaire n'aura pas eu raison du projet du gouvernement de faire passer l'âge légal du départ à la retraite de 62 à 64 ans. Le 6 mai, le fils aîné de la reine Elisabeth II et du prince Philippe a été couronné devant des dignitaires venus du monde entier. En Turquie, Erdogan conserve le pouvoir in extremis. Le 23 juin, le chef du groupe paramilitaire Wagner, Evgeny Prigojine, annonce une rébellion contre le gouvernement russe et lance ses troupes à l'assaut de Moscou. 2 mois plus tard, l'avion dans lequel se trouve M. Prigojine et certains de ses proches s'écrase au nord-ouest de Moscou, faisant 10 morts. L'ex-président américain Donald Trump, qui cherche à obtenir l'investiture républicaine à l'élection présidentielle de 2024, a dû affronter la justice à plusieurs reprises cette année. Il fait face à 4 procès criminels distincts. Avec votre permission, arrêtons la liste de 2023 pour bien accueillir 2024. Et merci à vous, cher Marcel Arossi, pour ce joli ramassis de l'actualité en 2023. Et juste après la revue, c'est la rubrique 7 jours au Bénin. J'ai envie de dire 365 jours au Bénin, puisque nous y jetterons un regard rétrospectif sur l'animation de la vie politique nationale. Et je démarre avec vous, Alphonse Moïse Soudé. Le premier fait politique majeur de 2023, ce sont les élections législatives qui se sont tenues précisément le 8 janvier, avec à l'arrivée l'installation de 109 députés, 52 députés pour le compte de l'Union progressiste Le Renouveau, 28 pour le Bloc républicain, 28 également pour le parti d'opposition, les démocrates. Il faut dire que c'est le fruit de la mise en œuvre de la réforme du système partisan et de la batterie de tests qui vont avec.
Je dis que cette année a été marquée par l'arrivée de députés de l'opposition à l'Assemblée nationale que nous avons tous salué. C'est vrai que c'est la mise en chantier de tous les textes qui ont été votés à l'Assemblée nationale et je crois que c'est déjà une avancée pour la démocratie béninoise parce que, qu'il vous souvienne que la 8e législature, il n'y avait qu'un seul son de cloche que nous avons tous dénoncé parce que ça ne permet pas le débat politique à l'Assemblée nationale. Les lois, avant d'être votées, doivent être discutées. Chacun apporte sa contribution pour qu'on puisse aller de l'avant. Donc je dis, il faut saluer cela. Et je souhaiterais que pour les prochaines élections législatives, qu'il y ait plus de représentants de plusieurs partis politiques. Là, nous n'avons que trois partis politiques. Pourquoi pas que la prochaine fois, lors des élections générales, que nous puissions avoir jusqu'à 5 partis politiques à l'Assemblée nationale. Donc je demanderais aux partis politiques de commencer déjà le travail. Parce que ce que nous avons eu en janvier, c'est le fruit quand même d'un travail qui a été fait sur le terrain. Vous ne pouvez pas être parti politique, rester dans les locaux au niveau de votre siège et dire que vous voulez conquérir le pouvoir. Donc je voudrais, si tant est que tout le monde désire qu'il y ait une pluralité d'opinions à l'Assemblée nationale, que le travail déjà commence dès maintenant. Parce que 2026, ce n'est plus loin. 2026, ce n'est plus loin, à souligner que les députés actuels ont un mandat de 3 ans. C'est un mandat de transition afin d'organiser les premières élections générales qui vont se tenir justement en 2026. Une première expérience démocratique que le Bénin s'apprête à vivre. Bien sûr, c'est vrai, nous avons connu de ces genres d'expériences où il y a quand même une certaine pluralité au Parlement. Et je pense même que c'est cette nostalgie qui avait commencé déjà à germer depuis l'avènement du régime du président Patrice Talon. On l'a compris, les parlements qui ont suivi, les législatures qui ont suivi, étaient des législatures, je dirais, beaucoup plus tournées vers la majorité présidentielle. Donc disons qu'il y avait pratiquement une seule voix, même si c'était plusieurs voix, toutes les voix concordaient vers la même orientation. Et cela a créé quelques malaises quand même au sein de la population, au sein quand même de la sphère politique, parce qu'on sentait que d'une façon ou d'une autre, il n'y avait plus le débat politique, et que cela faisant, c'est que d'une façon ou d'une autre, la volonté du chef passait sans qu'il y ait débat. Aujourd'hui, nous avons quand même une assemblée, je dirais, équilibrée, pas parfaitement équilibrée, mais tout au moins, il y a la présence d'une opposition qui est reconnue par tous comme étant une opposition, parce que vous le savez, il y a encore aujourd'hui des oppositions que l'on tente d'afficher comme des semi-oppositions ou des pseudo-oppositions. Mais aujourd'hui, au moins, tout le monde s'accorde à dire qu'il y a une opposition au Parlement. Ça fait partie des caractéristiques de ce qui a quand même marqué de façon essentielle l'année 2023. Et déjà, nous voyons les germes de cette opposition-là qui a pris déjà le pas et qui veut s'affirmer coûte que coûte. C'est vrai que l'on peut parfois les targuer de personnes qui exagèrent ou peut-être parfois de trop rigides sur les bords, mais on comprend également qu'ils ont un défi. C'est le défi de faire renaître le débat politique et qu'on sente qu'il y a quand même une certaine opposition dans les idées. Et j'espère simplement que cette opposition dans les idées ne va pas se laisser transparaître sur tout, parce que quand c'est bon et que c'est beau, il faut pouvoir reconnaître que c'est beau, que c'est bon, sans chercher forcément à démontrer qu'il y a une faille. Il n'y a pas de perfection dans le monde, rien n'est parfait. Même si l'opposition prend le pouvoir, il y aura des imperfections. Donc le plus important, c'est d'aller vers le développement. Il y a le débat politique, nous sommes contents. Il y a l'équilibre, c'est bien, tout le monde est content de savoir qu'aujourd'hui au Parlement, quand il y a un test, il y a du débat, il y a des gens qui peuvent dire non, nous ne sommes pas d'accord, il y a des gens qui peuvent se faire entendre. Et là, nous sentons quand même que d'une façon ou d'une autre, il y a de la pluralité à l'Assemblée. C'est tout ce qu'on peut souhaiter, et l'on espère davantage voir que cette pluralité soit tournée, orientée vers le développement et non vers des on vous aura compris, voilà. L'opposition qui est présente au Parlement, 28 femmes, il siège également, une grande avancée, hein, Alphonse Maurice Oudé. Oui, et moi je dis cette avancée qu'on a remarquée au niveau des femmes, moi je ne parle pas du nombre, moi je parle de la qualité. C'est vrai que nous avons 28 femmes, quelle est la plus-value que ces femmes-là apportent dans le débat politique? C'est ça l'essentiel. On peut avoir 2 femmes qui vont mieux débattre que 28. Donc je voudrais qu'on ne soit pas député parce qu'on veut être député, mais à l'Assemblée nationale, nous devons sentir la présence. Parce que vous savez, parfois, l'attitude des femmes amène à fléchir un peu au niveau des hommes. Donc je voudrais que ces 28 femmes-là, au-delà de cette avancée que nous avons connue avec 28 femmes présentes, il faut que ces 28 femmes-là puissent marquer réellement leur présence pour qu'au thème de
de la nouvelle législature, qu'on puisse dire qu'il y a des lois proposées qui viennent de ces femmes-là, parce qu'elles peuvent introduire des lois, elles peuvent impacter la vie socio-économique de notre Bénin, parce qu'on dit, quand on parle de la gestion de la société, généralement c'est une responsabilité qui incombe à la femme. Donc je voudrais que dans le domaine de l'éducation, de la santé sexuelle, de la corruption, beaucoup de choses, que les femmes puissent nous proposer des lois. On dira c'est la loi temps, et à la fin de la législature, on va dire nous avons eu raison d'envoyer 28 femmes. Pourquoi ne pas envoyer désormais au-delà de 28? Parce que c'est le résultat des efforts de ces 28 femmes-là qui vont encourager les Béninois à envoyer davantage de femmes à l'Assemblée nationale. Alors, au niveau des collectivités territoriales, la réforme de la décentralisation a été sérieusement éprouvée avec la vague des démissions, suspensions, révocations, et même très récemment, on a connu le décès de la secrétaire exécutive de Banter. Elle est décédée dans des conditions qui ne sont pas encore élucidées. Oui, bien sûr. Lénaïque, si tu me permets, je voudrais dire quand même un mot sur les femmes. Et je trouve vraiment très pertinent l'argument de M. Soudé quand même, parce que il faut le reconnaître. C'est vrai que ces temps-ci, nous avons une tendance à aller vers la féminisation de tout, montrer que nous donnons une place importante aux femmes. Mais je pense qu'il faut aussi penser à la qualité. Ça va être bien si l'on sent davantage un débat mené par des femmes sur des questions quand même sociales. Parce qu'on a eu beaucoup de questions sociales en 2023, des questions sur les droits sexuels reproductifs. Donc, il faut que les femmes laissent transparaître quand même un peu plus leur présence. On a eu une seule femme, dont on garde encore le souvenir, comme Rosine Soglo, qui était comme 20 hommes. Vraiment. Donc, on sentait quand même qu'il y avait quand même un débat qui s'équilibrait entre hommes et femmes à travers cette seule femme-là. Donc, si on a 28 femmes, il faut que les 28 également se fassent entendre. Il ne s'agit pas de parler pour parler, mais de contribuer effectivement au débat, qu'on sente que telle chose ou telle chose vient quand même d'un groupe de femmes qui propose pour que la société soit meilleure. Voilà. Et parlant de la décentralisation, on fait marche dans la décentralisation de façon effective depuis 2023, même s'il y a les premières lois en 1998, ces lois qui ont été fusionnées, améliorées maintenant pour donner un code de l'administration territoriale qui a été voté. Et à la réalité sur le terrain, c'est difficile, vous savez, quand vous êtes habitué à garder un pouvoir et que l'on vous dit tantôt que le nerf de ce pouvoir doit être gardé par une autre personne, il y a toujours de ces genres de problèmes, de frustration. C'est vrai, on a vu beaucoup de maires qui se sont dit très engagés dans la réforme et qui ont peut-être très vite manifesté leur engouement à faire en sorte que la réforme puisse bien évoluer. Mais à l'œuvre, sur le terrain, on remarque qu'il y a toujours encore des guéguerres entre maires, secrétaires exécutifs, parce que d'habitude, le maire il gérait tout, il avait les marchés publics dans ses mains, il avait presque tous les entrepreneurs dans ses mains. Aujourd'hui, il faut faire en sorte que ce soit l'administration qui gère, et l'administration est représentée par le secrétaire exécutif. Ce secrétaire exécutif qui peut paraître un peu comme celui qui vient contrebalancer le pouvoir du maire au sein de l'administration. Le maire devient simplement un acteur politique et ne veut pas se suffire de ce rôle-là, puisque l'autre rôle lui rapporte peut-être un peu plus de dessous de table, mais par contre c'est l'heure. Donc c'est des questions. Vous savez que le nerf de la guerre, c'est également le nerf de toutes les vengeances possibles, et nous avons vu des conséquences des maires qui ont démissionné, ceux qui ont démissionné, et malheureusement, on a assisté encore à des décès aussi, donc c'est vraiment triste. Même une réforme ne se fait pas sans qu'on casse des œufs. Alors pourquoi cette guerre entre les maires et les secrétaires exécutifs de mairie? Cette réforme a-t-elle du plomb dans l'aile, à votre avis? Les SE viennent arracher au maire leur beefsteak. Vous savez, le budget était géré par le maire, lui seul, avec son comptable. Ça nous rappelle la boutade de maire qui disait « laissez-nous notre budget ». Donc, le maire, c'est lui seul. Les marchés étaient attribués de gré à gré. Donc, personne ne contrôlait rien au niveau du conseil communal. Dès que le maire maîtrise, qu'on appelle le conseil communal, qu'il leur donnait quelques dividendes, le débat ne se faisait pas. Mais vous allez voir que suite au rapport sur la gestion des fonds FADEC, l'État s'en rendu compte que dans les mairies, l'argent arrive même. Sur le terrain, ça ne se ressent pas sur le développement. On a voulu regarder les choses, on a introduit les SE. Moi, j'avais déjà dit, les SE, on les a exposés. Maintenant qu'on a vu tout ce qui s'est passé, je souhaiterais que l'Assemblée nationale
fasse un toilettage des tests, puisse revoir les choses. Parce que forcément, on a fait l'expérience. Certains ont démissionné, certains ont tenu tête, d'autres finalement ont perdu la vie. Il faut que maintenant qu'on s'asseye pour dire, bon, vu l'expérience que nous avons menée, qu'est-ce qu'on peut corriger? Parce que le maire, c'est difficile pour le maire. Dès qu'il vient acheter un stylo, il faut qu'il se réfère au SE. Si le SE n'est pas d'accord de la qualité du stylo que le maire propose, il dit non, au lieu de faire ci. Donc, le maire ne supporte pas ça parce qu'on a donné la toute-puissance au SE dans les mairies et ça pose problème. Ailleurs, bon, enfin, les problèmes se posent en fonction de la disponibilité financière. Les mairies qui n'ont pas beaucoup d'argent, le débat ne se pose pas parce que qu'est-ce qu'on va acheter si tant pour qu'on sorte de fortes sommes. Mais là où il y a de l'argent, ça pose problème. Donc il faudrait que les députés relisent les tests pour que nous puissions éviter. Parce que c'est très difficile, hein, le dernier cas, c'est très difficile que ça se passe comme ça dans une république. Il faut qu'on se dise, mais qu'est-ce qui peut amener quelqu'un? C'est vrai, le goût de l'argent. Il y avait des mecs qui faisaient yo-yo, comme je dis souvent, avec l'argent du contribuable. Parce que quand l'État envoie l'argent, quand les PTF envoient l'argent, c'est pour que cela puisse impacter le développement de la commune. Mais malheureusement, on a constaté que même les populations ne s'intéressent pas à ce qui se fait dans leur commune. Quand on parle de réduction de comptes, les populations sont absentes. Donc, bon, on en profite et puis on fait ce qu'on veut. Maintenant que l'État a voulu tout contrôler pour voir comment gère-t-on l'argent qui est envoyé, ça a posé problème. Donc, il faut corriger les lois, à mon avis. Il faut corriger les lois. Nous allons égrener d'autres points qui ont marqué l'actualité au cours de 2023 au plan national. Alors, au niveau de l'arsenal juridique, deux faits retiennent l'attention: la création de la Cour spéciale des affaires frontières et la création de la Cour d'appel de commerce de Cotonou. Oui, vous savez, par rapport aux fonciers, c'est vrai qu'il y a beaucoup de difficultés. Vous souffrez, vous achetez votre parcelle, 10 ans, 20 ans après, un héritier sort de je ne sais où et dit que non, ce n'est pas votre parcelle, que vous n'avez pas les papiers originaux, que le papa n'a pas vendu, et ça pose des problèmes. Donc je crois qu'il faut que cette cour-là puisse, qu'on donne les moyens à cette cour de jouer véritablement son rôle. Parce que je ne peux pas souffrir, travailler, acheter ma parcelle, et après des années, qu'on me trouve que, bon, il y a aussi d'autres qui sont spécialistes, c'est la même parcelle, on vend ça à plusieurs personnes. Et je dis, moi je salue l'installation de cette cour-là. C'est vrai que chaque réforme a ses mélancolies, mais on ne peut pas, à cause de nos intérêts, ne pas encourager certaines réformes. Et je voudrais que ces réformes soient mises en chantier. Mais il faut qu'il y ait des comités de suivi pour voir où est-ce qu'il faut corriger. Parce que moi, je suis d'accord qu'il y ait des réformes parce qu'il y a des gens qui se disent propriétaire terrien et la même parcelle, on gruge les Béninois. Donc, non, il faut régler ça. Il y a une commune qui est réputée dans cette affaire de foncier. Donc, je crois que les deux cours qui sont installés, ça nous permet de régler les choses. La Cour d'appel de commerce de Cotonou, c'est une innovation. Oui, il faut faire parce que, vous savez, dans le domaine commercial, il y a beaucoup de difficultés. Il y a beaucoup de difficultés. Certains opérateurs économiques qui ne veulent pas opérer en tenant compte des règles qui régissent la société. Il y a des gens qui veulent toujours tricher avec la loi. C'est pas bon. Il faut désormais que tous les Béninois aient les mêmes droits, les mêmes devoirs. Parce que nous ne pouvons pas exercer les mêmes activités. Et pourtant, mais toi, tout le temps, c'est toi qui bouges, mais nous, on ne bouge pas. C'est comme si on n'a pas la chance. Il faut que cette cour-là permette à tous les Béninois de compétir à chance égale et qu'on ne privilégie plus les relations et qu'on privilégie la compétence et les aptitudes. Pascal Ansemagounde, de nouvelles cours. Bien sûr, il faut déjà dire que le double degré de juridiction, c'est un principe quand même international, un principe juridique international. Et il faut, autant que faire se peut, très vite, donner la chance à celui qui a été condamné au premier degré de pouvoir faire appel pour que sa décision puisse quand même connaître encore, si au besoin il avait raison, puisse connaître des modifications. Cela permet également aux justiciables de se sentir mieux considérés par la maison de justice et de sentir ses appréhensions mieux justifiées. Alors, je pense que c'est aussi le succès du tribunal de commerce qui explique la mise en place rapide de la cour de commerce, parce que vous voyez, le tribunal de commerce très vite a embrasé plusieurs dossiers. Le tribunal de commerce a fait des bons spectaculaires. Et quand, à chaque séminaire qui a été organisé autour du tribunal de commerce, on s'est rendu compte que c'était vraiment ce qui manquait pour rassurer les investisseurs, pour rassurer quand même toutes les personnes qui opèrent au Bénin et qui sont amenées à avoir des tas de problèmes. Parce que vous savez, quand on dit commerce, il faut dire également beaucoup de malfaçon, beaucoup de malhonnêteté. Vous voyez, c'est le domaine commercial qui est comme ça. On vit avec la malhonnêteté à tout moment. Donc, il faut pouvoir se référer à quelqu'un qui soit capable de dire, voilà, je vous
rétablir dans vos droits. Et quand l'investisseur sait qu'il a un vis-à-vis qui peut le rétablir dans ses droits, il est plus à l'aise, il investit parce qu'il sait qu'au cas où il y a peut-être des faux pas, des personnes qui veulent peut-être en abuser, il peut rapidement se référer à la justice. Et au constat, c'est que le tribunal de commerce a été très apprécié par les opérateurs économiques. Il fallait très vite maintenant installer un doux degré pour permettre à ces personnes-là qui peut-être se sentent peut-être un peu lésées par les décisions de justice de recourir à un second degré de juridiction. Entre autres également, on a parlé de la Cour des affaires spéciales, la Cour spéciale des affaires foncières. Voilà, exactement. Et on l'a toujours dit, le foncier et la corruption sont les plus grands maux du Bénin. Et on a déjà une cour pour la corruption. Arrête. Il faut une cour aussi pour le foncier. Et c'est là qu'il faut reconnaître que elle est avenante par sa forme et par la nature je dirais, de ses missions, de ses attributions. Maintenant, il faut également espérer que, puisque c'est la Cour qui va se saisir également des hommes qui s'occupent également, entre autres, des écupes, des expropriations pour cause d'utilité publique, il faudrait que ce ne soit pas un instrument pour l'État, mais un instrument pour la nation, parce qu'on sait que la puissance publique a déjà une force prédominante. Si l'État veut requérir ton terrain, l'État prend ton terrain. Le reste, la négociation, il faut un juste dédommagement, mais ce qui n'est pas toujours le cas. Si vous êtes chanceux. Ce qui n'est pas toujours le cas. Nous allons évoluer dans le débat, puisque nous livrons un exercice bilan. 2023, ce sont également les rencontres Yahi Talon, et pour couronner le tout, le tête-à-tête entre le président de la République et le parti d'opposition, les démocrates. Mais oui, bon, le chef de l'État, Boni Yahi, refuse de quitter le terrain politique. Il refuse de quitter le terrain politique. Je dis que, bon, c'est toujours bien. Sous son magistère, on avait installé un cadre de concertation et puis, bon, régulièrement, il consultait les autres. Mais je dis une chose, il faut que le président Boni Yahi prépare la relève. Parce que c'est ça le défaut des hommes politiques. Quand tout le temps, il cache les autres talents et c'est quand ils disparaissent qu'au niveau des partis. Vous avez vu pendant longtemps au niveau du PND, ça s'est passé au niveau du PSD, au niveau de beaucoup d'autres partis, il n'y a jamais eu la relève. Mais je dis, moi, la dernière rencontre où le chef de l'État a rencontré une délégation du Parti des démocrates, moi, je n'ai pas apprécié cet entretien privé entre les deux hommes. C'est pas possible. J'ai dit sur le plateau de l'ORTB, si moi j'étais de la délégation, j'allais sortir. Parce qu'on n'a pas invité Boni Yahi, on a invité une délégation du parti Les Démocrates. Si on veut le rencontrer en tant que chef de l'État, ils savent comment il se rencontre. Yahi Boni est le président du parti d'opposition. On ne peut pas rencontrer, on ne peut pas inviter une délégation. Ça tombe sous le coup du sens. On invite une délégation. Parce qu'un pendant une heure, tandis que votre avis sur la question. Je suis par contre très heureux de savoir que le président Yahi Boni revient sur le terrain politique, pas parce que j'ai quelque affinité avec lui ou pas parce que j'ai quelque envie de le voir forcément sur la scène politique, mais parce que simplement, quand on est citoyen, on le demeure. Qui que ce soit. Vous voyez le président Talon déjà qui annonce que 2026, il ne sera pas inactif. Ça veut dire qu'il ne sera peut-être pas président, mais qu'il va continuer quand même à faire en sorte que la personne qui vienne puisse conserver les acquis parce qu'il reste citoyen et parce qu'il a toujours une envie de participer, et une envie du moins de participer à la chose politique. Et je souhaite que tous nous avons cette envie-là, que l'on puisse faire germer ça en chaque militant. C'est vrai, il faut former la relève. Peut-être que la relève se forme déjà. Peut-être que la relève même ne prend pas conscience des défis du moment. Ou peut-être que la relève a peur de s'affirmer. Cela n'agit-il pas sur la sagesse qu'on devrait incarner? Pas du tout, la sagesse n'est pas... Sur les postes de médiateur qu'on pourrait occuper avec toute la crédibilité? La sagesse, c'est d'abord quelque chose qui se conçoit à l'intérieur. Ce n'est pas simplement parce que vous occupez telle fonction, parce que vous êtes trop actif sur tel plan que vous n'êtes pas sage, pas du tout. Il s'agit de bien faire ce que vous avez à faire et de le faire en toute honnêteté. Ne pas le faire simplement pour le faire. Ce n'est pas du matu vu. Les lignes ont-elles bougé après ces rencontres? Bien sûr, on l'a senti tout au moins. On sait que ce n'est pas forcément à la mesure de ce qu'on attend. On s'attendait peut-être à ce que très vite, il y ait peut-être libération de tel ou tel, que les débats, les négociations avancent très vite, mais on sait que le chef de l'État, Patrice Talon, sur certaines questions, reste ferme. Je dirais même que je le vois mal revenir sur sa décision sur certaines questions. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même de petits dessous de table qu'on arrive à avoir en termes de négociation. La preuve, c'est qu'il y a eu des jeunes dont les dossiers vont être très accélérés pour qu'ils sortent de prison, ces jeunes-là qui ont été arrêtés dans le cadre des élections.
Oui. Donc peut-être que s'il n'y avait pas eu quand même ce débat-là, il n'y avait pas eu cette intermédiation du Yaya Boni, peut-être qu'on n'aurait pas eu également, parce que tout le monde est focus sur Madougou, sur Joël, et on oublie qu'il y a d'autres personnes qui quand même partissent également de la situation et qu'il faut également plaider pour ces personnes-là. Voilà. Merci à vous. Alors, Alphonse Moïse Soudé, pêle-mêle, d'autres sujets qui auront marqué 2023. Oui, mais 2023, moi, ce qui m'intéresse, c'est que malheureusement, la corruption n'a pas connu d'avancée. Moi, j'ai dit, mais je ne comprends pas pourquoi nous avons tout cet arsenal juridique. Et pourtant, les gens continuent de voler. Le dernier dossier au niveau de l'Obsu, vous voyez comment les gens ont joué avec l'argent du contrôleur béninois. On a mis en place des structures pour décourager le vol. Mais il y a des Béninois qui se permettent le luxe à fois de voler. Donc moi, je dis, sur le plan de la corruption, il faudrait qu'en 2024, qu'il y ait de grandes avancées. Parce que ça fait mal quand vous travaillez et que vous vivez du fruit de vos efforts et que d'autres sont là, ils sont nommés à des postes de responsabilité parce qu'on leur fait confiance, mais que, bon, personne n'agit. Nous sommes tenus par le temps. Oui, il y a toujours d'autres sujets. Non, à part ça, bon, écoutez, notre équipe a changé de nom, on est devenu Guipa, mais ça n'a pas avancé. Il vaut mieux qu'on mette le football sous boisseau, qu'on promeuve d'autres activités sportives. Il y a d'autres disciplines quand même qui marchent mieux que le football. On engloutit des milliards dans le football, mais ça ne bouge pas. Donc je crois que, bon c'est vrai que les Béninois, ils ont dit qu'ils ont suffisamment serré les ceintures. Il faut qu'en 2024, que nous puissions ressentir, comme l'a dit mon confrère tout à l'heure, dans les assiettes, que maintenant, après 7 ans de serrage de ceinture, nous pouvons vivre dans la paix. Pascal Ansema Gaoundé, des faits que vous avez répertoriés à votre niveau. Beaucoup de faits, hein. On ne finira pas d'en citer, mais on va égrener rapidement. Voilà. Et déjà, au niveau exécutif, beaucoup de voyages du chef de l'État cette année, beaucoup de voyages. Il est très actif sur la scène internationale. On dirait que la dynamique diplomatique est tenue par lui-même. Beaucoup de voyages et avec à la clé beaucoup d'accords commerciaux, surtout des accords économiques et commerciaux. On sent que la coopération est vraiment axée vers le commerce aujourd'hui. C'est pourquoi déjà le changement de dénomination pour le ministère des Affaires étrangères, ce n'est plus le ministère des Affaires étrangères de la coopération qui va au volet aux côtés du ministère des Finances pour montrer un peu le lien qui est entre économie et coopération. Un autre point. Alors donc c'est déjà ça le point, c'est dit également que il y a au niveau du gouvernement déjà un remaniement qui s'est fait. On a observé que le chef d'État ne change pas de gouvernement comme ça. Donc en 2023 a été également marqué par ce remaniement ministériel. Il y a eu de nouvelles entrées. Ce sont des réglages techniques. Mais après l'autre constat qui a un peu, je dirais, un peu fait mouche en 2023, c'est que on a constaté qu'il y a eu un ministre qui a démissionné, ensuite un autre. Limogé ou démissionné, on ne sait pas trop. Mais ce qui est sûr, c'est que ça a un peu fait bouger la ligne, ça a un peu fait bavarder. Et en tout cas, de voir qu'il y a un ministre qui a pu démissionner d'un gouvernement qu'on disait parfait. Alors qu'il y a quelques jours avant sa démission, le chef de l'État lui-même disait qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Voilà. Donc, alors, pour finir avec le sujet, un mot sur le décès du président du Conseil économique et social, Augustin Tagwebian. Bon, j'ai eu la chance de le côtoyer. C'est un monsieur très calme, discret, respectueux des principes. Je présente à toute la famille et à tous ses proches nos sincères condoléances. Que son âme repose en paix et que de là où il est, des hauts lieux qui veillent sur le Bénin, qui veillent sur l'institution qu'il a laissée, parce que bientôt la guerre de succession va commencer, qu'on puisse désigner le meilleur d'entre nous tous pour diriger cette institution-là. Le président du CES qui a attiré sa révérence en cette fin d'année. Oui, comme le disent les latins, Dominus dedit, Dominus abstulit. Sit nomen Domini benedictum. Donc le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que son nom soit béni. Je pense que ça nous a tous frappés. C'est venu de nulle part en fait. On ne savait pas qu'il était très indisposé, qu'il avait tel ou tel. On a juste appris un bon matin que le président du CS est décédé. Et tout ce qu'on peut garder de l'homme, tout au moins, tous on s'accorde sur ça, c'est qu'il est très discret. Très discret, ce n'est pas le genre de personne qui s'agite, très discret et qui fait bien son travail. Il a son deuxième mandat, la preuve. Donc c'est de lui souhaiter que la terre soit légère et que son âme repose en paix. Toutes nos condoléances à la nation béninoise et à sa famille. Nos condoléances à la famille éplorée. Un regard dans le rétroviseur pour scruter les faits marquants de l'actualité internationale en 2023. C'est dans la rubrique Interactu. Et je reviens à vous, cher Pascal Ansema Gaoundé. 2023, sur le plan international, c'est inévitablement d'abord le conflit russo-ukrainien. D'abord ça, parce que c'est un conflit qui a impacté
tous les secteurs. Vous voulez acheter au marché, on vous dit c'est à cause de la guerre en Ukraine. Vous voulez prendre de la tomate, c'est la guerre en Ukraine. Donc ça a vraiment impacté tous les champs de vie, de la vie économique et sociale. Et je pense que c'est déplorable de voir que deux pays qui sont proches se combattent à ce point. Il y a beaucoup de morts, des milliers de morts. Et cela continue jusqu'aujourd'hui encore. On se demande à quand la fin. Mais derrière cette guerre, il faut voir également d'autres grandes nations qui en profitent pour faire leur terrain d'échange de tirs entre Occident, Américains et la Russie. On sent que l'Ukraine est devenue le terrain fertile à leur démonstration de puissance, à leur ego surdimensionné. J'espère simplement que l'Ukraine ne va pas en partie complètement et que très vite, cette guerre-là va prendre fin parce qu'on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça finit. Alphonse Moïse Soudé. Oui, derrière cette guerre-là, c'est l'affrontement des grandes puissances. Parce que derrière la Russie, derrière l'Ukraine, il y a chaque puissance et chacun développe son intérêt. Et cette guerre-là, disons, ne profite à des personnes. Parce qu'au moment où les gens se combattent, on exploite les ressources de ces deux pays-là et puis on en fait autre chose. Donc, ça se voit maintenant qu'il y a des pays qui tiennent le monde. Parce qu'on mène des guerres là-bas et sur le pouvoir économique de l'Afrique, il y a des retombées. Ça veut dire que les produits, ça pose problème. Donc, il faudrait que tous les pays jouent de la diplomatie pour que cette guerre-là puisse s'arrêter un jour, sinon ça risque d'embraser tout le monde entier. Donc il faudrait que la diplomatie, que ce soit au niveau de l'Afrique, au niveau des États-Unis, que chacun se dise, mais jusqu'où cette guerre-là va mener le monde? Est-ce que cette guerre ne va pas déboucher sur une troisième guerre mondiale? Donc il faut que déjà maintenant, que chacun puisse taire son ego et qu'on puisse se dire, arrêtons ça. Parce que les chefs d'État, ils sont à l'aise, ils sont super protégés. Ce sont les pauvres populations qui chaque fois sont tuées comme des mouches et ça ne dit rien à personne. Donc il faut qu'on se dise arrêtons ça, sinon le monde peut s'embraser. 2023, c'est l'année des conflits atroces, la guerre Israël-Hamas. Quelqu'un m'a dit que Israël c'est un peuple béni de Dieu et que dans toute guerre l'Israël ne perd jamais. Mais j'ai dit il faut que les chefs d'État, il faut que les responsables des armées passent aux populations. Quand moi je suis devant ma télé et que je vois comment on tue les gens comme des poulets, je dis mais ceux-là, les présidents n'en participent pas, ce sont les populations. Il faut le temps. Quand vous avez été élu, vous avez été désigné par votre peuple, c'est pas pour le massacrer, mais il faut d'abord se préserver. On a détruit les infrastructures, on a détruit des centres de santé, on a détruit des écoles. Ce que vous construisez avec l'argent du contribuable, vous vous levez pour des intérêts inavoués, inavouables, vous tuez tout le monde. Je crois que c'est la même chose comme avec l'Ukraine. Hein. Et cette guerre avec l'Israël, ça dure longtemps. Les Israéliens sont dans la guerre. Bon, moi, je ne comprends plus rien. Est-ce que nous allons vers un conflit qui va embraser le monde? Il faut que là aussi, on joue de la diplomatie. Mais comme c'est les puissants qui s'affrontent, parce que quand on fait la guerre, ceux qui fabriquent les armes, ça les arrange de vendre les armes. C'est un business aussi. C'est ça. Donc ça développe le monde de la vente des armes, ceux qui ont les brevets de vente d'armes, des tenues militaires, et ils vont là-bas, c'est un terrain fertile pour eux de faire accroître leur chiffre d'affaires. Pascal Ansemageoundé. Bien sûr, la différence essentielle entre cette guerre-là et celle qu'on observe en Ukraine, c'est qu'en Ukraine, on sent que c'est une guerre stratégique, défendre ses positions. Mais ici, c'est beaucoup plus une guerre de légitimation. Il faut qu'on se dise que ce territoire est légitimement le mien. Et cette guerre-là existe depuis fort longtemps. On se demande si un jour il y aura la paix entre les Israéliens. C'est sans respect du droit, même de la guerre, du droit international parce de la guerre. On fait comme on veut et mettez-vous à l'aise. Les plus grands démocrates que nous appelons peut-être les hommes de la démocratie, les États-Unis, et vous ne les avez pas vus, je dirais, montrer de façon concrète une opposition à Israël malgré tout ce qui se fait. Ils vont dire oui, Israël doit tenir compte un peu du droit des personnes déplacées, oui, ça, mais ils sont quasiment pour le fait qu'Israël défende sa nation, Israël puisse défendre son territoire, puisqu'Israël a subi quand même une attaque. Je pense que c'est encore une fois les conflits israélo-palestiniens qui sont en train de nous montrer leur facette. On l'a su, c'est un conflit qui va durer des éternités peut-être, mais on espère que ça ne va pas faire autant de victimes en peu de temps. Jusqu'aujourd'hui encore, on parle encore de mort. On parle de mort parce qu'Israël est décidé à en découdre avec Hamas, pas de négociation. En temps, Hamas a même voulu négocier par rapport aux otages et tout, mais pour Israël, il faut que Hamas libère les otages. Pas de négociation possible, libérer les otages. Et on sent que Israël veut tout faire pour que Hamas puisse perdre en puissance, puisse perdre en légitimité au niveau de toute la bande de Gaza et de la Cisjordanie. C'est parti pour un bon moment, pour des épreuves encore douloureuses. Alors sur notre plan, des bruits de bottes qui ont fini par des renversements de pouvoir. 26 juillet, coup d'État au Niger, 30 août, coup d'État au Gabon, des putschs aux contours différents. Oui, mais le putsch qui a surpris tout le monde, c'est celui du Gabon. Personne n'aurait pu
pu imaginer un jour qu'au Gabon, il y aurait un coup d'État. Le Niger en a déjà eu. Avec la bongocratie. Oui, et puis une famille qui a dirigé le pays, qui a tendu cette tentacule un peu partout. Un matin, on se lève, on dit, bon, la famille Bongo n'est plus aux affaires. C'est comme un rêve. Non, je dis, cela nous donne une leçon en Afrique. Elle dit que quand vous êtes élu président de la République, il faut être respectueux des principes. Il faut être respectueux de la Constitution. Quand vous voyez un peu dans ces pays-là, c'est que quand on veut forcer un troisième mandat, quand on ne respecte plus les droits de l'homme, quand on se rend compte que toute une famille accapare le bien appartenant à tout le monde, alors que des gens qui souffrent, des gens qui manquent du minimum, c'est forcément. Vous allez voir que c'est les militaires, c'est ceux qui sont restés à côté des différents présidents. Quand vous regardez les coups d'État, c'est ceux qui sont restés dans l'antichambre du président, qui savent comment le président gère l'argent du contribuable, qui dit, bon, attention, il faut qu'on arrête ça. Donc je crois mais ce n'est pas encouragé, Alphonse? Non, ce n'est pas encouragé, mais en amont, il faut demander aux gens de respecter les principes démocratiques de leur pays. C'est ça en réalité. Je suis d'accord qu'on ne peut pas encourager un coup d'État, mais on peut éviter les coups d'État en respectant. Quand vous avez été élu président, je vais faire 2 mandats, je finis les 2 mandats et je m'en vais. Mais quand je vais chercher à trépatouiller les tests, ou bien quand je vais chercher à brimer mon peuple, ou bien que le peuple se rend compte que tout l'argent au Gabon, par exemple, tout l'argent du Gabon se trouve dans les mains d'une seule. Mais dans le cas nigérien, ce n'était pas une question de 3e mandat? Non, ce n'était pas une question de 3e mandat, mais on a vu comment le président Bazoum, les gens ont raconté, quand il se lève le matin, sa journée, et puis ce sont ses proches, ce sont les militaires qui le gardent, qui ont vu. On vous aura compris, Pascal Ansem-Aguéondé. On n'en a aucune preuve sur ce que les gens racontent ici, sur la réalité. Ce qui est clair, tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a un président qui est arrivé et qui était légitimement en train de faire son premier mandat, et des personnes se sont auto-saisis pour le destituer, pour des raisons, je dirais, qui sont liées peut-être même à des fantasmes encore dus à la colonisation, parce que je pense que le noir est toujours maître de son destin. Hier, c'est le noir qui a vendu son frère noir. Aujourd'hui, c'est le noir qui continue de vendre son pays. Donc, si le noir même décide d'être bon, d'être correct, on ne dira pas que c'est le français qui nous oblige à faire tel. Il y a trop d'histoires autour. C'est vrai, dans les relations diplomatiques, il y a toujours un plus fort qui cherche à profiter davantage du plus faible. Mais le plus faible peut également s'affirmer. On a vu au Bénin, le président de la République a envoyé un ambassadeur qui était quand même chef de la coopération de la délégation européenne. Et rien ne s'est passé. On se disait que c'était impossible, mais rien ne s'est passé. Mais ça pour vous dire que quand vos intérêts sont menacés et que vous en avez marre, vous avez toujours le moyen de dire que vous ne voulez pas partiser sur tel ou tel plan. Je pense que chaque pays est maître de son destin. Il ne faut pas encourager les coups d'État. Maintenant, il ne faut pas également encourager ces 50 ans au pouvoir. Quand même, une dynastie. On forme petit à petit une dynastie au pouvoir. C'est une seule famille. Et aujourd'hui, on a la preuve que, qui que vous soyez, et avec toute la bonté que vous pouvez manifester aux hommes, en termes de, je dirais, de dessous de table, quand ils en ont marre, mais ils se défendent de vous. La preuve, c'est que Bongo, c'est pas comme si Bongo privatisait tout pour lui seul. Ces personnes-là qui l'ont destitué, c'est des personnes qui mangeaient suffisamment à côté de lui, suffisamment. Pourtant. Donc il y a peut-être également le Alphonse Moïse Soudé, dans la douleur, Ousmane Sonko a pu décrocher son ticket pour participer à la présidentielle de 2024. C'est vrai, il a pu obtenir le parrainage. Oui, il a franchi la première étape. D'autres étapes. Puisqu'ils sont 70 sur la liste, on ne va pas compétir, ils ne vont pas compétir avec les 70 personnes. Donc d'autres négociations doivent commencer là pour que certains candidats se décident en sa faveur, pour qu'on ait un nombre réduit, parce qu'il n'est pas au bout de ses peines. Il n'est pas au bout de ses peines. L'essentiel pour moi, c'est qu'on lui a donné la possibilité, parce que ce n'était pas évident au départ, on lui a donné la possibilité d'avoir le parrainage, de déposer nos dossiers. Il y a eu plus de 500 candidatures. Quand on a filtré, il s'est retrouvé parmi les 70. Et maintenant, on va voir la suite. Est-ce qu'il va trouver des gens pour le soutenir, pour pouvoir arracher le pouvoir? Parce que le président sortant a le vivant désir de conserver le pouvoir. Donc, il faut le détrôner. Oui, il faut simplement saluer d'abord la persévérance de l'homme, parce qu'il est passé par toutes les émotions cette année, par toutes les émotions. Tantôt il gagne un procès, après on trouve que non, après il va en prison. Il a été vraiment endurant déjà, il faut le saluer. Et c'est heureusement qu'il a arrêté sa grève de la faim. Sa grève de la faim, peut-être qu'on l'aurait perdu en temps. Voilà, mais bon, il faut quand même se réjouir du fait que on lui donne quand même la possibilité de se présenter aux élections, quitte au peuple de le choisir, de ne pas
le choisi. C'est encore un défi, il a encore des défis à relever, mais je pense que c'est déjà bien que l'on puisse ne pas, pour des raisons politiques, l'empêcher de participer aux élections. Je reste avec vous, chers débatteurs, pour apporter le boulevard de la dernière rubrique de l'émission, Potin de la toile. Au thème de la toile, nous allons évoquer rapidement les buzz en 2023. Il y a la révélation Tiekomo, ce petit qui faisait la manche sur les plages de Cotonou, qui a été révélé par un studio de production de la place. Il est passé du néant au firmament. C'est la nouvelle coqueluche des réseaux sociaux. Oui, et moi, ça m'a fait du bien. Mais ce que je crains, parce qu'il ne faut pas qu'on exploite le petit. Ça, là, je suis clair là-dessus. C'est un bon petit, tout le monde apprécie ce qu'il fait, mais il faut qu'il puisse profiter du fruit de ses efforts, parce que depuis un certain temps, nous tous on a aimé ce qu'il fait, mais on n'a pas un regard pour suivre qu'est-ce qui se passe dans les coulisses, parce qu'il ne faut pas qu'on exploite ses talents et qu'à la fin, il se comporte comme tous les artistes béninois qui ont été des bêtes de scène. Après on les voit marcher dans la rue de Cotonou, qui pratiquement mangent dans les cafés. Non, quand on a travaillé, on a été reconnu, il faut qu'on bénéficie des fruits. Donc je voudrais qu'on mette en place un système de contrôle pour que ce petit-là ne soit pas utilisé pour aux fins d'autres intérêts. Le phénomène Tiekomo? Oui, un talent, je pense qu'un talent, il faut mûrir. Un talent, il faut l'encourager, c'est comme ça. Et si l'on se met tout de suite dans la dynamique de profiter du talent, on risque de l'exploiter très vite et de faire en sorte que d'ici quelques années, on n'ait plus grand chose à tirer. Et nous avons vu des exemples qui sont passés récemment. Soudé l'a dit, c'est clair, plusieurs exemples des faits marquants d'artistes qu'on a vu bien germer, mais qui finalement ont été comme un feu de paille. Donc j'espère vraiment que la maison de production l'accompagne de la façon la plus idoine. Aujourd'hui encore, j'ai vu des affiches au bord des voies. Il y a un magazine qui a titré, un magazine qui va commencer à apparaître et qui a titré déjà ce Tiekomo. Il commence pas à devenir déjà un appât médiatique. J'espère qu'il ne sera pas simplement un appât médiatique pour telle ou telle marque, qu'il ne sera pas l'égérie simplement de telle ou telle marque pour finir par ne plus rien donner sur la scène. Alors, un autre buzz en 2023, c'est le King Kong installé au Carrefour Pota qui a été rapidement déboulonné. C'était pour faire la pub du parc zoologique d'Agualand. Mais oui, vous savez, quand vous êtes dans un pays, il faut respecter les lois. Je crois que si on avait requis l'autorisation de la mairie, on n'allait pas assister à ça. Donc moi, je demanderais à mes on n'en sait rien, Alphonse. Non, écoutez, si ils avaient, vous savez, on connaît les Béninois, s'ils avaient régulièrement l'autorisation, les gens seraient montés déjà au créneau pour exhiber des documents. Parce qu'on fait des choses, après, quand l'État veut réglementer les choses, on s'en prend à l'État. Je dis non, nous sommes dans un pays de droit. Tous les citoyens béninois ont les mêmes droits, les mêmes devoirs. Donc, il faut respecter les principes. C'est vrai que, bon, on aurait pu régler ça autrement. Lui, il a voulu faire un zoom sur son parc en oubliant les lois de la République. Sinon, c'est la République qui a décidé qu'on enlève ça. Donc, désormais, quand vous voulez faire des activités, c'est pourquoi on a parlé du tribunal de commerce, tout ça là, c'est bon. Il faut respecter. Si vous respectez la loi de votre pays, vous respectez les principes, je crois qu'on ne va pas vous faire des misères. Le gorille d'Agualand, qui a eu une durée de vie très très limitée au Carrefour Pota. Très limitée. Mais vous savez, de toute évidence, il ne l'a pas fait en se levant un bon matin. C'est clair que d'une façon ou d'une autre, il a dû en parler à des autorités, tout au moins des autorités municipales, qui peut-être n'ont pas mesuré l'ampleur de ce qu'il veut faire. Ils n'ont pas rapidement vu un peu ce que ça aurait pu créer comme, je dirais, déclic sur le mental de ceux qui vivent à Bomé-Calavi. Quand on vous dit que beaucoup de ronds-points sont quand même entretenus par les entreprises. Donc quand une entreprise ou une grande organisation ou telle, je ne sais pas ce que tu vous dis, qui va prendre soin de tel rond-point, vous êtes a priori content en vous disant qu'il va aménager le rond-point. Sauf que vous ne savez pas forcément ce que la personne va faire. Donc il aurait fallu peut-être qu'il dévoile mieux son initiative et que l'on corrige pour voir. Parce que c'est bon de faire vraiment un zoom sur un parc, si le parc est attractif, de faire un bon zoom sur un parc, mais il aurait pu trouver une meilleure image qu'un gorille. Voilà, ça horripile. Voilà. 2023, c'est le retour sur scène de Robinson Sipa, sa résurrection musicale annoncée, mais ça a été presque un fiasco. Mais oui, c'est ça le drame des artistes béninois. On ne mûrit pas les projets.
J'ai par exemple un projet de 120 millions. Dès que je trouve 10 millions, je lance le projet et en cours de route, le projet n'est plus apprécié, je n'ai pas le financement. Bon, lui, la façon dont il avait disparu, nous avions tous déploré ça et ça rejoint ce qu'on dit. Les artistes, à un moment donné, c'est le summum, mais on ne prépare pas l'avenir. Je crois qu'il faudrait que le ministère de la Culture puisse trouver un créneau pour prendre les artistes en charge. Parce que moi ça me met mal à l'aise. Quelqu'un qui a échoué, qui a disparu pendant longtemps, qui revient, mais qui n'a pas pu signer son comeback, ça pose un problème. Mais c'est un génie. Mais oui, c'est ce que je dis. Les génies, on les exploite pour un temps. Et quand on a eu ce qu'on veut, on les oublie. C'est comme ça. Il y en a plein. Il y en a plein que vous voyez dans la rue. Et puis, bon, les soirs, ils sont en train de jouer à la guitare dans les maquis pour chercher quelques jetons de quoi vivre. Moi, ça me met mal à l'aise. Donc, il faudrait qu'au niveau du Bibidra, au niveau du ministère de la Culture, qu'on puisse mettre... Que faire pour sauver Robinson Sipa? Alpha Blondy a fait pire. Pourtant, il a été récupéré. Bien sûr, mais je pense qu'il y a également l'honnêteté de ceux qui accompagnent. Parce que moi, je suis peut-être un producteur, vous arrivez à moi, je suis un musicien d'ailleurs, vous arrivez à moi, et puis vous sortez un produit, je peux vous dire, c'est pas bon, améliore. Pour ton image, pour toute la notoriété qu'on te donne, tu peux pas faire ton comeback avec ça. Donc, mais est-ce qu'il y a eu vraiment des avis vraiment sérieux et francs par rapport à ce qu'il a fait, ou simplement des personnes qui ont voulu qu'il revienne sur la scène pour en profiter et faire un petit bruit médiatique? Je pense que ça a été vraiment raté parce que non seulement peut-être lui-même, il a mal conçu son idée, ce qui arrive à toute personne, on peut mal envisager son idée, mais tout au moins ceux qui vous accompagnent et qui sont des maisons peut-être sérieuses doivent pouvoir vous dire non mais ce style-là, il n'est pas bon, vous arrivez avec un style gothique, vous venez revenir et faire vraiment tache d'huile, mais il faut arriver de façon flamboyante. Parfois on peut conseiller l'artiste, lui, il est pressé, il veut aller très vite. Nous sommes tenus par le temps. Un dernier point rapidement, en 2023, on a vu la première dame préparer du yobo d'Oko. La photo a fait le tour de la toile et ça a eu un effet viral. Claudine Talon à la cuisine. Oui, bon, c'est pas toujours évident. On se dit que quand vous devenez première dame, vous avez tout à votre disposition, cuisiner, machin, bon. Mais dans les coulisses, on a beaucoup appris que souvent les premières dames, c'est elles-mêmes qui font à manger à leur mari pour éviter tout cas d'empoisonnement. Bon, c'est pour montrer aux gens que c'est pas parce que vous êtes une femme intellectuelle, vous avez des responsabilités dans la République, qu'il ne faut pas s'occuper de la cuisine. Merci à vous, Alphonse Moïse-Soulé. Pascal Ansel-Agueoundé. On ne sait pas si elle le fait souvent ou si elle a fait pour des raisons précises, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'elle a fait quand même. Elle a fait quand même. Et c'est bien de voir des femmes à un certain niveau, des femmes intellectuelles, prendre au sérieux leur rôle également de mère, de famille et quand même de nourricière de la famille. C'est du corps présidentiel. C'est ça. Alors, ce sera tout pour les 6 bilans de 2023. Merci à vous, Alphonse Moïse-Soulé, analyste politique. Merci infiniment pour votre accompagnement. C'est moi qui vous remercie. Pascal Ansel-Agueoundé, un habitué de ce plateau aussi. Merci pour le soutien indéfectible. Merci, Léna Kabala. Merci à toute l'équipe de préparation et de réalisation de cette émission. Merci à vous aussi, chers amis téléspectateurs. Heureuse année 2024.